de Polysécure, épisode technique. Je suis accompagné d'un super panel croisé cette fois-ci. Commençons par le croisé, Alexandre. Comment vas-tu? Bien, bien. Très content d'être dans ce panel. Commençons avec Camille. Comment vas-tu? Salut, ça va super bien. Merci. Et finalement, Marc. Oui, merci Nicolas Loïc. Ça me fait plaisir de participer à ce panel qui touche autant les volets IT que OT. Tout à fait. C'est une idée de Steve qui malheureusement n'a pas pu nous rejoindre ce soir, d'amener cette connaissance croisée-là d'univers IT, qui est plus avec Alexandre, et OT, qui est Marc et Camille, de mélanger ça, de voir comment ça se fait, parce que le réel, et en pré-show, justement, Alexandre le mentionnait, le réel, c'est que les entreprises ont le croisement des deux. On ne peut pas juste raisonner un des deux, et donc on doit regarder ça dans son ensemble et l'effet que ça a sur l'entreprise et sur la société en général. Et je vais vous laisser commencer avec ça parce que vous êtes beaucoup plus expert que moi dans ces domaines-là. Marc, comme tu avais commencé tout à l'heure, je te laisse y aller. C'est sûr que si on veut aborder le volet de la résilience, c'est un élément clé. Quand on dit résilience, la première chose qui me vient en tête, c'est retomber sur ses pattes. Fait que ça soit parce qu'il y a eu une panne, que ça soit une cyberattaque, un événement catastrophique, climatique, limite, toutes sortes d'événements qui fait que, ça perturbe le cours normal des opérations. À ce moment-là, il faut intervenir. Puis, qu'est-ce qu'on fait pour rétablir le service le plus rapidement possible en minimisant l'impact? Des fois, pour nos transports collectifs, on aimerait que ce terme soit mieux approprié, mais ça, c'est une autre histoire. Mais pour les systèmes, c'est sûr que la résilience, c'est quand même un volet super important. Puis, comme j'expliquais précédemment, on ne peut pas prévoir tous les scénarios, mais si tu as une bonne résilience, à ce moment-là, tu vas être plus habile pour, dépendamment des différents scénarios, de rétablir le plus rapidement possible. Puis rétablir, c'est facile à dire, mais ça l'impose beaucoup de choses. Fait que je vais passer la parole à mon ami Alex. Sur la partie résilience, ce que moi j'ai pu voir un petit peu à droite à gauche, et puis on en a discuté un petit peu la rencontre là, le monde OT versus le monde IT, même si il y a pas mal de connexions parfois entre les deux, alors qu'ils devraient pas là. Le monde IT là, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus moderne. Il y a un petit peu plus de monde qui est en capacité d'intervenir quand ça commence à partir en quenouille, alors que la partie OT, là, il y a un gros enjeu sur les connaissances, sur le vieillissement des équipements. Et lorsque la partie OT est attaquée, là, le redémarrage me semble être plus compliqué que pour la partie OT. C'est quoi votre avis là-dessus, là? T'as pas tort là-dessus, Alex, parce que premièrement, je prends par exemple, pour ce qui est de la cybersécurité, la maturité TI fait aucun doute, c'est beaucoup plus mature du côté TI que OT. Par contre, c'est sûr que du côté OT, pour le volet cybersécurité, c'est moins mature. Cependant, la durée de vie, le cycle dure longtemps. Puis le problème, c'est que souvent, les gens prennent des actifs OT pour acquis jusqu'au moment où tu peux maintenant avoir des cyberattaques, mais souvent, ce qui va arriver, c'est que tu vas avoir un bris. Puis là, ça perturbe les opérations, mais là, ça dure, la durée de vie, comme elle est longue, des fois, les gens n'ont même pas les pièces de rechange. Fait qu'à ce moment-là, ils se trouvent être pas mal dans le trou. Fait que là, tu sais, faut pas prendre pour acquis que ça marche ad vitam aeternam. Tu peux avoir un problème, tu peux avoir une catastrophe, tu peux avoir un sinistre sur place, tout peut arriver. Fait que c'est malheureux, mais dans le domaine OT, souvent, les gens, la résilience est aussi moins mature. Sur certains volets, oui, mais sur d'autres volets, non. Sur la partie OT, en effet, le matériel est très, très vieillissant. C'est ce que j'ai pu remarquer là sur les mandats que j'avais par rapport à ça, là. Mais j'ai l'impression que il y a beaucoup plus, on parlait de résilience tout à l'heure. La résilience, c'est la capacité de se relever en fonction de ce qui se passe, des événements, etc. Mais j'ai l'impression que au niveau
IT, on est beaucoup plus dans de la résilience préparée face en fait à une cyberattaque, à une destruction de sites, etc. Donc on fait des belles procédures, etc. Qui sont assez cadrées. Ce que j'ai l'impression, c'est qu'au niveau OT, là, on est plus dans du bricolage. Et en fait, ça s'apparente pour moi, là, d'après ce que j'ai pu voir, plus en fait à de l'antifragilité. C'est-à-dire que on a les connaissances dans nos muscles et on n'a pas besoin forcément de procédures pour pouvoir réparer les trucs. Parce que il faut qu'on se démerde, le matériel est vieillissant, va falloir qu'on cannabilise des pièces à droite à gauche pour réparer en fait nos affaires. Alors que la partie IT là, bah, je veux dire c'est fastoche, t'as plein de matériel, tapes dans une poubelle, t'en as plein qui tombent. Donc je veux dire c'est vachement facile. Donc cette notion de résilience pour moi là, autant la résilience vous parliez que c'était moins avancé côté OT plus côté IT, mais j'ai l'impression que la partie anti-fragilité, c'est-à-dire la capacité de se sortir les doigts du popotin pour trouver une solution tout de suite avec les 3 bouts de ficelle et faire du MacGyver plein pot, ça on l'a beaucoup plus côté OT là que côté IT. Parce que côté OT là, on a du pognon qui sort là et les chaînes de production, elles n'ont pas intérêt de s'arrêter. En fait, derrière ça, Alex, il y a ce qu'on appelle la gestion d'actifs. Si il y a eu un renouvellement d'actifs OT, à ce moment-là, mettons qu'on dit ton actif, on y donne 7 ans de durée de vie. Après 7 ans, on le remplace. Normalement, tu es supporté par un manufacturier, tu as les pièces de remplacement et tout. Mais certains ont une gestion d'actifs style pompier. À ce moment-là, ben ceux-là vont aller jusqu'à la fin de vie, loin derrière la fin de vie. Puis souvent, ça fait même 10 ans que le manufacturier ne supporte plus ces actifs-là. Ça, c'est ce qu'on appelle l'épée de Damoclès. Fait qu'à ce moment-là, il y en a beaucoup qui jouent avec leur poignée de tombe, puis ils utilisent les actifs au-delà de la durée de vie. Puis c'est surtout à ceux-là que, comme on dit, la résilience est devenue inexistante, là, parce que, comme on dit, parce que ceux qui font un renouvellement d'actifs, ben, tu sais, c'est une pièce brise, c'est facile de remplacer, puis on est capable de se réapprovisionner. Mais quand tu es rendu que tu achètes des pièces chez un fournisseur d'antiquités, là, ben, parce que tu as des fournisseurs spécialisés qui vont peut-être rallonger un peu la durée de vie, mais souvent, il y en a qui vont même au-delà de ça. Fait que là, tu as tiré l'élastique le plus loin possible. Puis là, ben, bonne chance, parce que ça te prend complètement des nouveaux actifs OT. Là, je parle exemple, que ce soit un système de contrôle, interface opérateur, souvent même certains équipements sont sur des OS qui sont plus supportés depuis plusieurs années. Fait que, en tout cas, c'est la réalité qu'on voit dans l'industrie. Fait que tu en vois de toutes sortes, mais ceux qui ont plus d'argent, ben ils font un renouvellement d'actifs, mais les plus pauvres, souvent, ben ont des actifs qui sont désuets. Puis, comme on dit, ils ont l'épée de Damoclès sur la tête sur à peu près toute pièce. Là. Puis c'est pas juste des systèmes. Des fois, c'est même sur des systèmes de bâtiments qu'on voit ça. Tu vois, le plastique des équipements là, est tellement jauni que tu dis, ben, peut-être ça serait bon que tu changes ça parce que si ça pète, vous êtes dans la merde. Excusez le mot, là, mais c'est ça la réalité. C'est bon, on peut se lâcher sur les gros mots, donc on va y aller. Il était là en premier, donc ça va. Non, mais complètement d'accord. Mais aussi, tu sais, une résilience, oui, des actifs. Puis tu sais, même moi, j'ai déjà vu des nouveaux sites qui se faisaient construire avec des actifs qui étaient déjà, qui avaient plein de vulnérabilités, puis qu'on savait. Écoute, le plan est sorti il y a 10 ans. Le site, ça prend 5 ans de construire. Donc, ils se retrouvent avec des actifs qui sont désuets en commençant leur cycle de vie déjà. Mais il y a aussi tout le côté de l'infrastructure où je pense que c'est intéressant dans la résilience, c'est de dire, OK, ben, est-ce qu'on peut aller déconnecter complètement ce plan-là si le IT est touché? Parce qu'il y a complètement une dépendance. Souvent, on voit une dépendance du côté des TO sur les TI. Ben, on va voir est-ce que l'architecture est faite pour que si demain matin il arrive quelque chose, on peut juste débrancher ça puis avoir un plan B pour ensuite s'occuper de si notre IT ransom est tout encrypté pour pouvoir s'en occuper, mais au moins on continue à faire de l'argent, puis au moins on peut ressortir les papiers puis faire le processus manuel.
Puis je pense que tout ça en fait partie aussi des côtés de Théo plus par rapport à la résilience, c'est de si demain il arrive quelque chose et tout est pas opérationnel, est-ce que les gens sont capables de ressortir leur crayon et leur papier pour prendre des pesées de je sais pas moi la viande hachée qui est là ou le produit ou l'or, est-ce que les gens sont capables de ressortir ça et est-ce qu'ils ont un plan pour le faire? Parce que ça fait partie de la résilience à 100%. Le what if, là, justement, parce que c'est. Faut comprendre aussi les impératifs dans le domaine de la production, c'est que parler des considérations de résilience, c'est pas pour beaucoup de milieux de production, c'est pas la principale priorité. Par contre, si l'organisation a un groupe en gestion de risque, ils vont imposer cette priorité-là pour une raison de gouvernance, de continuité des opérations. Mais dans plusieurs organisations, la gestion de risque est malheureusement pratiquement inexistante. Puis surprenamment, il y aurait peut-être même plusieurs compagnies cotées à la bourse qui sont aussi dans cette dynamique-là d'une absence, pas d'un manque, mais d'une absence de gestion de risque. Parce que tous les volets qu'on aborde, c'est à peu près comme, OK, si on parlait d'assurance, par exemple. Fait que qui n'est pas, moi, je suis assuré, ça va. OK, est-ce que ta couverture couvre telle affaire? Fait que la résilience, c'est un peu la même approche, mais c'est selon un scénario, OK, catastrophe qui arrive. Fait que souvent, malheureusement, certains sont mieux préparés que d'autres, puis que ce soit, puis je reviens souvent sur faut comprendre que la cybersécurité est un risque parmi un paquet d'autres. Les sinistres, les catastrophes naturelles, le vol, le vandalisme, ce sont tous des choses qui peuvent, comme on dit, venir perturber les opérations, que ce soit IT ou OT, puis que, OK, c'est quoi vos habilités de résilience pour revenir sur vos pattes puis retourner à pleine opération, là. Je rebondis sur ce que tu disais, la priorité de la production plus que le risque, en fait, c'est clairement ça. Il y a parfois, il y a des obligations légales ou réglementaires en fonction, en fait, des organisations qui utilisent de l'outil, là. Donc là, celles-là, elles sont obligées, là. Par contre, quand elles sont pas obligées, c'est clair que c'est la fête du slip dans le sens où la priorité, c'est de faire du pognon et pas de faire de la gestion de risque. Et puis, on verra bien. Moi, généralement, quand je passe là-bas, on verra quand ça arrivera. Jusqu'à maintenant, on s'est toujours sorti, ça a toujours marché, donc il n'y a pas de raison que ça marche pas la prochaine fois. Donc, on a beaucoup cet état d'esprit. Mais quand il y a la notion réglementaire, pour tout ce qui est pharmaceutique, médical, machin, etc., où là, il y a des obligations, là, ils sont obligés, tant bien que mal, de faire le nécessaire pour être cyber résilient par rapport à toute leur chaîne de production. Et là, c'est quand même facilitant. Mais les autres, T'as raison, mais malgré que tu sois dans un milieu réglementé, pour avoir travaillé dans une très grande utilité électrique, les vice-présidents ou les directeurs principaux, ils te ramènent toujours et disent, moi, ça me fait pas vendre des mégawatts de plus. Fait qu'ils te ramènent toujours au volet de la production ou ce qui amène le cash dans l'entreprise. Mais il dit, malheureusement, vous avez des obligations réglementaires. Puis si on s'y conforme pas, il y a des pénalités qui vont avec ça. Fait que l'épée de Damoclès du réglementaire. Mais évidemment, lorsque tu as malheureusement le domaine réglementaire n'est pas dans tous les secteurs d'activité, fait qu'à ce moment-là, tant mieux s'il y en a qui ont une vision de, comme on dit, de gouvernance, mais le terme gouvernance, c'est un peu comme le pays des licornes dans plusieurs entreprises. Ouais, j'aime bien le pays des licornes. On est face à beaucoup de licornes. Ouh là 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 là, un troupeau de licornes. C'est ça, ou les petites lunettes roses, ou en tout cas, je n'irai pas plus loin là-dedans, mais ça reste que c'est la triste réalité, là. Puis, comme je te dis, même si tu es dans un domaine réglementé, le combat est pas. Bon, tu as des arguments financiers, évidemment, parce que tu as l'épée de Damoclès des pénalités. Mais c'est sûr qu'il faut convaincre du monde, puis la production passera toujours avant tout, là, puis comme on dit, là, la résilience, en tout cas, si je parle de domaine électrique, évidemment,
la résilience est beaucoup abordée dans 2 normes particulières. Puis tu as aussi ce qu'on appelle les exercices du GREDEX qui sont imposés, qui ont lieu aux 2 ans dans le milieu électrique. Fait que ça permet justement de pratiquer la résilience. Puis il y a différents scénarios qui arrivent. Puis tu as d'une façon plus globale l'exercice de EarthX qui s'adresse plus à un plus large auditoire qui touche pas juste la cybersécurité, mais qui touche vraiment les organisations civiles. C'est un exercice mondial, je pense, qui a lieu annuellement. Fait que c'est plus basé sur des catastrophes naturelles ou des catastrophes là, de plus grande ampleur qui font que tu as une perte des services pendant plusieurs mois, là. Fait qu'à ce moment-là, ça change beaucoup la dynamique. C'est une toute autre perspective. Puis, c'est pas juste une petite panne électrique là, de quelques heures, là. Camille, tout à l'heure, tu parlais justement de l'aspect continuité, là, quand tu passais, là, que tu leur posais la question sur la continuité, si vous n'avez pas, là. C'est quoi les réponses que tu as? Surprenamment, le retour au papier dans les industries que j'ai vues est quand même assez présent et fréquent. Fait que ça va bien de ce côté-là. Mais c'est surtout quand malheureusement il y a des incidents, c'est là qu'ils se rendent compte de certains trucs qu'ils n'avaient pas pensé. Donc, par exemple, on peut penser à un processus. L'entrée, il y a un poids, après on le transforme et ça sort. Puis il y a des scanners. Tu sais, là, les petites zébras pour scanner le produit pour aller. Les barcode readers. Exactement. Mais ça, on va souvent oublier, mais ça, ils sont sur le réseau IT. Fait que là, tu arrives, ils sont à la fin. Puis là, mais ça, ils n'ont pas pensé. Fait que c'est ça qu'on va voir. Il va y avoir des petits oublis à chaque fois de quelques trucs. Oui, ils vont toujours dire « Ah, c'est facile, on va juste sortir un papier. » Mais après, il faut qu'ils trouvent des crayons. La dernière fois que j'en ai vu, il a fallu qu'ils aillent au magasin acheter un pack de crayons parce qu'il n'y en avait pas assez pour tout le monde. Mais tu sais, fait qu'il y a des trucs comme ça que ils vont oublier ou ils vont pas y penser, ils vont prendre ça pour acquis. Même si ça roule sur des backups, certains systèmes, puis les backups sont dans les TI, ben, il n'y aura plus de redondance, il n'y aura plus ça, donc ça va bloquer aussi. Fait que c'est plus le papier, il vient assez vite. Malheureusement, comme il faut qu'ils aillent les chercher, ils vont le faire. Mais il y a souvent quelques petits oublis avant ça qui vont arriver, que les clients vont être surpris, qu'ils ne vont pas s'attendre à ça. Ce que tu expliques là, c'est souvent ce qui ressort lorsque des exercices sont faits. Malheureusement, tu peux faire des exercices, donc tu imposes un scénario catastrophe. Mais souvent, des fois, le scénario catastrophe arrive, puis devient un exercice live. Fait qu'à ce moment-là, tu l'apprends à la dure. Mais le but des exercices imposés est justement d'améliorer cette résilience, puis s'assurer que j'ai besoin de radio, OK. On a-tu des radios? Tu fais-tu affaire avec quelqu'un? T'as-tu le numéro de téléphone de ton collègue si tout est bloqué? Non, ben exactement. C'est ça. Mais toutes ces choses-là sont importantes. Puis même en faisant un exercice, même il y avait besoin de quelqu'un en relations publiques là, parce que, je sais pas moi, tu fournis l'électricité à une municipalité, mais là, tu es en panne électrique généralisée. Là. Il dit, ça te prend une agence de communication pour gérer ça. Là. Toi, comme on dit, t'en as plein tes bottes, là, mais fait que c'était arrivé sur le scénario. Il disait, OK, fait que je voyais que ce client-là avait déjà des contacts établis. Fait qu'il dit, OK, ça me permet de jauger de leur niveau de maturité au niveau résilience. Là. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de parallèles quand même entre la partie OT là, et puis la partie IT là, sur l'histoire de la communication, de la centralisation des numéros de téléphone. Là, il y a exactement la même problématique côté IT. Hein. Même si c'est peut-être un petit peu plus avancé, puis qu'il y a un peu plus de reprise ou de continuité d'affaires là-dedans, là, il n'empêche que quand il faut aller chercher les numéros de téléphone, là, ça peut prendre des minutes, voire des heures. En fait, quand il arrive une intervention, là, c'est le temps qui compte. Puis, premièrement, la première étape, c'est j'ai-tu besoin de mobiliser des ressources? Puis, si j'ai besoin de mobiliser, quelles sont les ressources à ma disposition? Fait que c'est sûr que les organisations qui n'ont pas de plan d'intervention
ben, ces questions-là, ils se les posent. Ils le réalisent à la dure, mais normalement, un plan de réponse aux incidents, ben, tu as déjà des équipes préétablies. Tu as un scénario qui détermine si oui ou non je dois mobiliser les ressources. Puis si j'ai besoin de les mobiliser, ben, ça me prend évidemment leur numéro de téléphone, comment je peux les contacter. Puis si ces personnes-là sont en vacances, c'est qui leur backup? Fait que, tu sais, il y a beaucoup de... Fait que c'est pour ça, c'est de là l'importance d'un plan d'intervention en cas d'incident. Encore là, je dis, c'est pas juste, moi je l'ai vu pour la cybersécurité, mais ce plan d'intervention-là existe pour des mesures d'urgence, pour différentes choses, là. Puis c'est souvent assez similaire. Évidemment, tu n'as pas le même groupe d'experts, dépendamment ce à quoi tu as affaire, mais comme on dit, ça fait partie de la résilience. Sur les gros sinistres, là, parce qu'on parle de petites attaques, etc., moi, je travaille beaucoup sur des scénarios très, très larges du style blackout, etc., où c'est vraiment la merde. Là, on dépasse en fait l'aspect cyber, là, on n'a plus d'électricité, etc. Là, pour vos expériences, à vous, là, comment est-ce que c'est pressenti quand on a non seulement son usine, son organisation qui est à l'arrêt là, mais que tous tes fournisseurs, tes parties prenantes sont aussi à l'arrêt là. Est-ce que vous travaillez sur ce genre de scénario-là? Au niveau électrique, j'imagine que oui, parce qu'il y a pas mal d'enjeux là-dessus. C'est sûr que le niveau électrique, c'est celui que j'ai vu qui avait le plus grand niveau de maturité par rapport à ça, parce que ils doivent analyser au sens large, puis tu as une obligation de service. Fait que, par contre, il existe des scénarios catastrophes, genre magnétiques, les pulses, Oui, IEM. Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est un exemple de ça, c'est comme la bête noire. Fait que ça, il existe certains éléments qui sont beaucoup plus catastrophiques que d'autres, puis qui pourraient avoir un impact beaucoup plus. Fait que c'est dans le domaine électrique, ben, selon la grosseur de l'utilité électrique, ben, évidemment, ces scénarios-là doivent être analysés sérieusement, là, parce que si ça arrive, tu peux avoir plusieurs équipements endommagés, puis là, c'est pas équipements électroniques, là, c'est des équipements électriques, là. Parce qu'un transformateur, quand ça saute, ben, malheureusement, on parle de plusieurs mois là, pour remplacer ça, là. Exactement. Puis t'en as pas 5 en backup. Non. Ça coûte beaucoup trop cher pour ça. Puis tu peux pas non plus les acheter sur eBay. Non, c'est ça. Fait que c'est sûr que on voit dans les nouveaux appels d'offres, surtout pour les centres de contrôle, des mesures justement pour prévenir ces attaques-là on pensait pas avant, là. En tout cas, pour avoir vu un appel d'offres là, sur un centre de contrôle, là, tu te rapproches de Fort Knox, là, beaucoup plus. Là. Mais c'est quelque chose qu'on voyait pas avant ça, mais là, malheureusement, pour le biais de, comme on dit, de l'utilité électrique, parce qu'elle est extrêmement critique, ben à ce moment-là, comme on dit, la fin justifie les moyens. Là. Fait que lorsque tu as un renouvellement d'actifs, ben à ce moment-là, tu dois tenir compte de ces nouvelles menaces-là là, qui sont beaucoup plus catastrophiques. Là. Tu parlais, Camille, tout à l'heure de viande, etc., donc tout ce qui est alimentaire. Là-dedans, dans le monde alimentaire, justement, dans les clients que tu vois là, ils le perçoivent comment, ça, justement, les arrêts long terme du style blackout, du style blocage pour du longtemps, ou alors les alumineries, quand elles ont le four, là, s'il y a plus d'électricité, ça bousille les fours et c'est 500 millions un four. Donc là aussi, ouais, c'est ça, ouais, c'est pas mal court, là. Après 3 heures, ça fiche. Comment est-ce que ça se perçoit chez toi, là? Tu sais, je pense encore une fois, ça va selon l'industrie. Vraiment, ça va changer. Un peu, là, Marc parle beaucoup d'électrique, mais si on va dans d'autres domaines, ça va changer le manufacturing et je trouve que c'est quelque chose qui est assez différent parce que c'est là que tu vois un peu plus les choses plus cow-boy, on pourrait dire. Soit qu'on voit des sites qui sont bien, qui vont suivre le Purdue Model, ou soit on va voir des sites complètement deux networks, des firewalls sont juste connectés directement sur Internet, puis après, c'est tout TOT. Fait que c'est vraiment
un vaste étendue de différents types de maturité. Donc, ceux qui sont directement leur firewall de leur outil, je pense que tu en comprends bien, qui sont pas encore rendus là à faire ces réflexions-là, à voir de comment ça va évoluer. Par contre, quand d'autres sites manufacturiers, eux, ils vont beaucoup plus y réfléchir. Il va y avoir même tout ce côté-là. Dans mon ancienne vie, on faisait beaucoup des évaluations de risques quantifiées. Donc, avec la FAIR méthodologie, on utilisait, puis on était capable de dire, OK, mais si toi, de mettre un ransomware, tu as 0,30% de chance que ça arrive, puis si ça arrive, tu as genre 50% de chance que ça te coûte 50 millions. Beaucoup de maths, beaucoup de statistiques, mais on va voir des clients qui sont beaucoup plus évolués sur ce côté-là, puis qui vont avoir ce genre de données qui vont leur permettre de prendre des décisions pour le futur. Fait que c'est vraiment quelque chose que la gestion de risque, c'est soit ils l'ont ou ils l'ont pas. Puis quand ils l'ont, souvent, ils sont capables d'aller dans des trucs qui sont assez avancés parce qu'ils ont la donnée et ils ont l'information qui leur permet de faire ça. Puis ils ont la volonté aussi, là, parce que c'est pas tout d'avoir des données, là, parce que s'ils n'ont pas la volonté, ils s'en foutent. S'ils savent que 100% de leur truc sera attaqué à un moment ou à un autre, s'ils n'ont pas la volonté, ils feront pas le nécessaire. Non, exactement. Ils sont beaucoup plus intéressés à ce genre, sont beaucoup plus ouverts à ce genre de conclusions et de discours qui vont leur permettre de faire les bons choix. Ouais. C'est marrant parce que sur la partie IT, là, c'est de l'administratif, en fait, la partie IT majoritairement, là. Il y a toute la gestion du stock, la gestion des commandes, la gestion de tout ce genre de trucs-là. Là. Quand ça s'arrête, bon, c'est une chose, c'est le bordélique, on fait papier-crayon et on se démerde quand on peut, là. Mais quand c'est des usines ou des manufacturiers qui concernent la bouffe, qui concernent les éléments essentiels, la pharmaceutique, l'électricité, etc., et que ça s'arrête, l'impact est quand même un petit peu plus conséquent là que la partie administrative. Donc c'est intéressant de voir justement le côté arriéré de tous les manufacturiers qui sont pas très conscients. Là. Arriéré, c'est vraiment pas sympa que je dise ça. Là. Ancien, on va dire ça comme ça. Legacy. Patrimonial. Mais des fois, je comprends ton mot arriéré aussi, mais des fois, je pense que, tu sais, quand t'es un peu plus... Dans mon cas, au début de ma carrière, j'étais beaucoup plus choquée par ce genre de trucs-là. Mais maintenant, c'est que t'as des fois des industries du genre, on peut passer à pâte et papier. S'il y a une des lignes qui est arrêtée ou qui ferme, ou ben ils perdent beaucoup d'argent parce qu'elle est en arrêt, ils peuvent pas produire. Donc, ils vont même pas vouloir faire les changements parce que ça va causer trop de délais, trop de retard, parce que leurs lignes sont vieilles. Ils peuvent plus faire des investissements parce que de moins en moins, on achète de livres. Donc, il y a tout aussi une question qui est très, très business en arrière de ça, qui est quand même super intéressante. Quand pâte et papier, là, c'est un des exemples que avant les journaux, tout ça, ça sortait. Fait que ça allait, il allait bien. Mais aujourd'hui, ils se retrouvent dans un monde où ben, les gens achètent beaucoup moins de livres. Pas moi j'ai des bibliothèques, j'adore ça. C'est très beau dans mon salon, mais ils se retrouvent avec Tu vas trouver ça le fun de déménager. Ouais, c'est ça. Non, mais j'ai fait une boîte, elle était très lourde. J'en ai fait une. Mais ces industries-là, ils peuvent plus parce que comme Marc il disait au début, s'ils changent une ligne, c'est peut-être des millions d'investissements. Puis ben, ils n'arriveront même pas à à avoir un retour sur un investissement dans les 10-15 prochaines années avec qu'est-ce qui change et comment ça change vite. Fait que, des fois, oui, ça paraît arriéré, ça paraît plus loin, mais c'est qu'il y a tout un côté business. Puis ben, si demain ils sont attaqués, ils vont juste tout wiper puis ils vont recommencer puis ça va être moins cher. Mais sur autant la pâte à papier, je veux dire, c'est sympathique là pour ceux qui aiment les livres. Je suis plus numérique, donc comme ça ma boîte de déménagement est beaucoup plus légère. Mais c'est pas quelque chose d'essentiel en fait quelque part. Mais tout ce qui, je reviens sur l'histoire de la bouffe là.
là, il y a un enjeu qui est très très fort sur le côté de la bouffe. Ça dépend pour qui Je c'est. suis en désaccord avec ton énoncé pour le papier parce que dans le confinement, nous avons vu une crise majeure sur la capacité de produire suffisamment d'un papier toilette. Mais il y a les toilettes japonaises. Pas besoin de papier. Faut investir. Il y a les gants de toilette, pas besoin de papier. Il y a toujours des solutions de contournement. Voilà, donc pour t'essuyer les fesses, tu vas t'en sortir. Par contre, quand tu auras plus de bouffe, là, 3 semaines sans bouffe, c'est bien. 3 jours sans eau, c'est plus que limite. Donc, en effet, s'il n'y a plus d'électricité, si machin, etc., les bouteilles en eau ne sont plus disponibles, là, on arrive dans un autre niveau de sacré bordel. C'est pour ça que je suis très surpris que... Mais en France, il y a des sociétés qui sont, comment ça s'appelle, très sensibles. Et celles-là, elles ont des obligations d'être complètement résilientes. Au Québec, j'ai pas cette impression-là sur les organisations, les manufacturiers de bouffe, d'eau, de lait, de choses comme ça, là, les laiteries et tout ça, là. Franchement, il n'y a pas ça. Hein. Et si demain, justement, il y a une crise, parce que je travaille sur des scénarios, là, moi, j'adore les scénarios catastrophes, genre, c'est la fin du monde, il y a des zombies partout, là, t'es vraiment dans la merde. Donc, c'est sur ce genre de scénario. Et typiquement, sur ce scénario-là, là, on peut avoir des cyberattaques de bordel de la société, on va dire ça comme ça, je ne trouve pas le bon mot là, où là on va attaquer sérieusement des entreprises mères du style énergie, du style distribution de tout ce qui est matière première pour les foutre au tas. Et tu parlais justement là de matériel qu'il fallait plus de 3 mois pour récupérer. Dans le genre de scénario là, c'est un petit peu un scénario iranien où on fait tourner les centrifugeuses, on les accélère, on les ralentit, on les accélère jusqu'à ce que ça finisse de cramer. On fait exactement la même chose avec les génératrices au niveau des trucs d'électricité là, et ça fout en l'air le truc. Donc ça là, je suis très surpris qu'au Québec, il n'y ait pas d'obligation justement sur la résilience par rapport à ça, parce que demain là, quand ça va frapper. C'est les OIV en France, si tu veux vraiment le terme pour aller être très exact. Puis c'est C26 qui devait amener cette législation au niveau fédéral au Canada et qui malheureusement est morte au feuilleton quand il y a eu progression du Parlement. Il était sur le point d'être adopté malheureusement dans ce contexte-ci. On n'a pas de cadre législatif qui viennent forcer les infrastructures qu'on peut qualifier de critiques ou vitales, si on prend les termes français, pour nous permettre de survivre. Fait que oui, effectivement, si les zombies attaquent demain matin, on est dans la merde, vraiment. Puis avec ou sans papier de toilette. Ouais, avec ou sans papier de toilette. Encore plus sans papier de toilette. Il va de soi. Tu parlais de vulnérabilité, c'est ça. Il y a une vulnérabilité qui s'appelle Aurora. En fait, Aurora, c'est un acronyme, puis ça touche toutes les machines tournantes. Puis c'est une vulnérabilité inhérente à toute machine tournante électrique, puis tu peux la bousiller si tu fais des arrêts départ non synchronisés. Puis il y avait un essai de démonstration qu'on peut trouver sur Internet sur la génératrice Aurora qui avait été faite dans un laboratoire de recherche, je pense que c'était en 2007. 2007-2008, puis justement, tu vois la génératrice boucanée, puis était complètement hors d'usage, alors que pour cet essai-là, elle était flambant neuf. Fait que ça démontre qu'est-ce qui peut arriver sur un équipement physique comme une génératrice si tu fais de façon intempestive des ouvertures-fermetures lorsqu'elle est désynchronisée du réseau. Fait que cette vulnérabilité-là existe pour toute machine tournante, pas juste les génératrices, là, mais la cybersécurité peut être un instrument pour la faire, cette vulnérabilité-là, mais tu peux le faire de façon manuelle aussi. Là, fait que, là, on est plus sur de l'attentat local, quoi. Enfin, c'est ça. Mais tout est possible. Fait que il y a déjà eu un journaliste de Radio-Canada qui était rentré à l'intérieur de Manic 5. Puis il était devant le panneau de contrôle. Il aurait pu faire ça sur une génératrice. Fait que ça coûtait la job à un président d'Hydro-Québec à ce moment-là. Ah oui, quand même. Mais est-ce que maintenant il ferme est-ce qu'il ferme les accès? J'imagine que oui. Ah ben là, il y a eu un projet de sécurisation par la suite là, auquel j'ai participé. Fait que maintenant, ces actifs-là sont protégés de façon physique et par vidéocaméra et tout. Là. Mais il y eut un temps, ça c'est comme un peu
des systèmes qui étaient en place, mais qui se sont érodés parce que la gestion d'actifs n'a pas été faite. Fait qu'ils étaient rendus tout à fait non opérationnels après un certain temps. Fait que là, c'était rendu n'importe qui pouvait rentrer dans une installation critique. Mm. Sur la partie IT, là, il y a la notion, la méthode 3-2-1-1-0, là. 3-2-1-1-0, 3 copies de données sur 2 supports différents, dont un externalisé. Le deuxième correspond à, je me rappelle plus, immuable, et le 0 correspond à on teste et il doit y avoir 0 erreur. J'ai cru comprendre qu'au niveau IT, là, enfin OT, là, la partie sauvegarde, là, c'était so-so, hein. Et malheureusement, c'est pas systématique. La méthodologie que tu me dis, premièrement, je la connaissais pas, mais la manière que tu l'as expliqué, il y a une norme du domaine électrique qui demande ça. Puis là, je vois d'où ça vient. Parce qu'effectivement, tu dois avoir des fois des supports physiques. Il faut que tes supports soient pas dans un même lieu. Il faut que tu les envoies à un autre endroit parce que s'il arrive une catastrophe majeure, puis fait que c'est effectivement une bonne pratique, mais encore là, ça nécessite comme on dit, des processus en place puis qui soient rigoureusement suivis parce que faire un backup, c'est beau, mais il faut que tu aies des supports physiques qui soient mis ailleurs. Puis si les gens disent ah ben là, on coupe ça parce qu'un bon vieux gestionnaire dit moi je veux faire des économies, puis il va couper là-dessus, ben ça va finir par te rattraper parce que là, tu viens de générer une nouvelle vulnérabilité, c'est que là, on n'a plus de support physique à l'extérieur. Tiens, je vais rebondir tout de suite là, parce qu'en même temps, je vais passer un message là. J'ai pas mal de clients qui actuellement là coupent leur sauvegarde Microsoft parce que ça coûte trop cher. Et donc du coup, ils ne font plus de sauvegarde sur SharePoint, sur OneDrive, sur voilà, à la rigueur les courriels, on s'en fout un peu parce qu'on les a en local. Là. Et donc j'appelle à tous ceux qui ont cette tendance à couper vos sauvegardes SharePoint là. Reprenez-les rapidement là et puis renseignez-vous sur le fait que le gouvernement américain coupe les accès à Microsoft pour certaines entreprises. Il y a des choses qui ressortent en France là et je travaille sur des scénarios justement et on me regarde avec des gros yeux en disant mais non c'est pas possible, ils couperont jamais. Eh ben si, mesdames et messieurs, ça se fait déjà. Alors si vous avez tendance à couper vos sauvegardes, surtout ne les coupez pas, remettez-les. Voilà, je ferme ma petite parenthèse comme ça là. Parce que oui, sans sauvegarde, là, le redémarrage risque d'être compliqué. Là, je vais rebondir, Alex, sur ce que tu viens de dire. Rebondissons. Ta sauvegarde, encore là, il faut que ton fournisseur sauvegarde ces données-là dans un lieu, comme on dit, fiable. Parce que si ça finit chez certains pays, puis tu n'es pas au courant que, OK, à quel endroit, des fois, les gens pensent que c'est dans le nuage. OK, ben mais encore, tu es en train de déplacer les secrets d'une pharmaceutique, les joyaux de la couronne dans le cloud, dans un endroit que tu n'aurais jamais pensé que ça se ramasse. Après ça, tu te demandes comment se fait que ton médicament a été copié là, aussi rapidement. Ben, c'est parce que peut-être que vous êtes-vous posé les bonnes questions. Ouais. Souveraineté. Ouais, on passe d'un univers où le cloud était une abstraction, on envoyait ça quelque part qu'on ne savait pas c'était où, à où on devient, ben là, c'est très important de savoir c'est où. Donc, on est en train de rematérialiser le cloud dans quelque chose de plus solide parce que les vraies questions finissent par se poser maintenant. Et donc, on doit s'y intéresser davantage à ce que par rapport à ce qu'on se posait comme avant, où on se faisait regarder de façon un peu farfelue, dire quand on faisait juste demander où sont nos données, puis ben, sont dans le cloud. Oui, mais encore, j'ai besoin d'une réponse un peu plus robuste que celle-là pour pouvoir prendre une décision justement éclairée. Certains pays ont des agences de renseignement, puis qu'est-ce qui dit que tel business, comme on dit, d'externalité de service, ça finit pas chez eux. Ça coûte moins cher d'offrir des services de même puis de ramasser les données chez nous que de... Oui, puis là, jusqu'à présent, on a effleuré le tabletop. J'aimerais ça qu'on l'aborde un peu plus parce que c'est quand même, à mon sens, un exercice important pour la résilience parce que c'est une façon de le tester pour de vrai, voir si ce qu'on imagine, parce que Alex parle de scénario, mais il faut que ces scénarios-là, on les mette à l'épreuve, puis s'assurer que si la crise de zombies, on soit capable d'y répondre réellement. Comment vous abordez, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous en pensez?
En fait, le tabletop est à un certain niveau. Des fois, tu vas aller un petit peu plus haut, mais le tabletop, comme on dit, c'est le premier niveau, là. Puis d'ailleurs, c'est ce que j'avais fait parce que quand j'avais fait un exercice, mais c'était en plein mois de février. Fait qu'évidemment, tu ne demanderas pas aux gens de commencer à se déplacer dans la neige puis d'aller simuler que tu vas faire telle manœuvre. Fait que on avait, puis en même temps, ben, tu veux que l'exercice dure un avant-midi et pas dure 3 jours là, comme un Gredex, là, qui est aussi un tabletop, mais qui monopolise des ressources de différentes agences, là. Fait que ça pour dire que le tabletop, c'est ça. C'est sûr que quand Camille parlait de OK, on n'a pas de crayon, on n'a pas de. Mais c'est justement en faisant un tabletop, tous ces éléments-là vont ressortir. Fait que évidemment, ça, c'est le premier niveau. À un moment donné, il faut. Il y a certains niveaux de plus que ça prend. Je prends par exemple. Quelqu'un que je connais avait été dans une autre utilité, dans la grosse pomme. Puis un des exercices qu'il devait faire, c'est la déconnexion des câbles, mais il fallait qu'il sache quel câble déconnecter, des câbles de réseau, puis dans quel ordre, puis le plus rapidement possible. Fait que là, si tu vois un amoncellement de câbles, parce que là, pour l'étape d'isolation ou de confinement, s'il arrive de quoi, quel câble tu débranches, puis dans quel ordre. Fait que juste faire cet exercice-là, ben, ça peut être complexe parce que tu dis, OK, si tu défais à l'affaire, non, touche pas à ça, là. Là, tu fais tomber le réseau, là, si tu fais ça. Fait que, tu sais, c'est un peu comme quelqu'un un démineur, là. Faut que tu coupes le bon fil, mais si tu coupes pas le bon fil, ça va sauter, là. Fait que, il y a un ordre à suivre. Fait que cette pratique-là est importante à faire. Puis si tu la fais pas, ben tu penseras pas comment tu fais ton isolation, puis tu te poses la question pendant ce temps-là, le malware peut se répandre rapidement. Puis là, ben ton confinement prend beaucoup trop de temps, puis tu limites pas à ce moment-là, comme on dit, tu limites pas le problème, là. Le problème, il va s'étendre parce que plus tard, on reviendra sur le fait que les organisations, en voulant augmenter leur agilité, ils ont beaucoup augmenté leur connectivité. Sauf que cette connectivité-là, c'est un peu l'épée de l'envers de la médaille. Ça te rend de plus en plus vulnérable parce que les firewalls ne sont pas nécessairement présents partout. S'il y a des firewalls, est-ce que les bonnes règles sont appliquées? Est-ce que tous les flux sont contrôlés? Avez-vous un bon inventaire? Si ça fait 5 ans que ton firewall est là puis que personne ne check les règles, ben ça peut être une passoire, là. Tu as une impression de sécurité alors que c'est pas le cas. Fait que puis le volet de la connectivité fait que il y a eu quand il y a eu le fameux ransomware en 2017 là, j'ai NotPetya, c'est ça, NotPetya. Peut-être je me trompe de nom là, mais il y a eu des réclamations d'assurance qui étaient astronomiques. Pourquoi? Parce que souvent, une organisation se fait cyberattaquer, mais à cause de sa connectivité, ben, le malware se répand rapidement dans toute l'organisation et puis souvent, je dis à la blague, ça serait moins pire que l'usine passe au feu que d'avoir un ransomware qui se propage dans l'organisation parce que là, tu touches toutes les usines. Et un certain producteur de véhicules récréatifs en a subi les conséquences il y a quelques années de ça. Puis le malware s'était répandu, puis c'était à l'origine d'un fournisseur externe. Pourquoi? Parce qu'il y avait de la connectivité, puis ça aurait été moins pire qu'une seule usine passe complètement au feu. Puis l'affaire, c'est que les assureurs, les premiers avaient des assurances très larges, puis le volet du tout risque maintenant n'existe plus en cybersécurité, là. Fait que ça allait amener justement ce confinement puis les nouvelles règles d'assurance parce que cette connectivité-là est un peu l'envers de la médaille. Oui, ça ajoute de l'agilité, un peu comme les objets connectés, mais de l'autre côté, ben ça te rajoute de la vulnérabilité aussi, là. J'aimerais vous entendre là-dessus. Ouais. Camille, sur les tabletops, pour toi?
Moi, je trouve que les tabletops, oui, on va voir la résilience, mais encore une fois, il y a certaines organisations qui sont réglementées et qui sont obligées de faire les tabletops. Mais ce que moi, j'aime beaucoup des tabletops, c'est de voir la collaboration entre IT et OT et de voir est-ce qu'ils ont les mêmes plans, est-ce qu'ils ont les mêmes façons de faire, qui vont s'entraider. Une fois, j'ai fait un TTX, puis c'était super drôle. Bon, c'était pas drôle sur le coup pour eux, là, mais moi, en tout cas, après, j'ai trouvé ça drôle, mais le gars des TI avait le plan de réponse aux incidents de 2023, puis ceux des TO avaient celui de 2020. Fait que ça marchait pas pantoute. Ils suivaient pas au même niveau. Fait que c'est super intéressant de pouvoir le voir comme ça puis le pratique. Après la résilience, oui, elle vient, mais tant que tu n'as pas un très bon incident qui te permette de tester ton plan, je sais pas à quel point la résilience est la meilleure. Puis, tu sais, on peut essayer de faire les meilleurs TTX, mais tant que tu n'as pas un vrai incident qui va y aller puis qui va faire le scénario, tu peux pratiquer les gens, on peut les préparer avec certains scénarios, mais c'est jamais pareil que quand il y en a un, parce que le niveau de stress rentre, tandis qu'un TTX, c'est très relax, tout le monde est là, tout le monde est content parce que le boss il a amené du café avec des bangs, il n'en amène jamais, ou les consultants en amènent, fait que le niveau de stress est pas là, puis ça fait en sorte que les gens réagissent du tout de la même façon, tu sais, ils vont beaucoup plus être rationnels, ils vont être pragmatiques, ils vont faire les bonnes choses. C'est une bonne façon, il faut le faire, il faut le pratiquer. Mais je pense que quand un incident arrive, malheureusement, personne n'est jamais assez prêt pour. Il y a comment ça s'appelle, une citation, je ne sais plus de qui elle est là, mais en fait, c'est toi qui dois t'adapter à la crise parce que la crise ne s'adaptera jamais à toi. Et je trouve que c'est tellement juste. Pour revenir sur les tabletops, moi j'adore ça parce que c'est du jeu de rôle, le tabletop. C'est excitant comme tout, on s'amuse énormément, on découvre énormément de choses, on apprend énormément de choses. Et en effet, les tabletops, pourquoi est-ce que moi j'aime les tabletops? Parce que des procédures de gestion de crise, des procédures de continuité, des procédures de reprise informatique, j'en ai fait des centaines. Et ce que je m'aperçois, le point commun à tout ça, là, c'est que quand la crise est pognée, quand la merde est pognée, là, ils oublient qu'ils ont un plan. Ouais. Et ça part dans tous les sens, c'est la fête du slip, on part n'importe comment, et puis après on dit « Ah oui, mais on avait un plan ». Ouais, mais c'est trop tard, t'as lancé ta crise un petit peu n'importe comment, c'est trop tard, t'as fait tes trucs. Donc, pour moi, les tabletops, je continue à faire des plans de gestion de crise, etc., des plans de reprise, des plans de continuité, etc., mais je les réduis excessivement parce que l'idée là-dedans, c'est d'être séquencé, d'avoir un cadre. Mais en fait, je favorise les tabletops. Et les tabletops, on fait plusieurs exercices. Et quand tu parlais de stress, au début, oui, on fait des exercices qui sont simples. Vous avez telle chose qui arrive, qu'est-ce que vous faites, machin, etc. Là. Et le stress, ensuite de ça, tu peux l'ajouter. Et les tabletops, régulièrement, moi maintenant, j'ajoute du stress dessus, là, pour ceux que j'ai fait facile, là, et ça peut aller très très loin en termes de stress, jusqu'à faire pleurer des gens ou faire rouler des personnes en petites boules par terre, quand j'ai autorisation de le faire. Donc, ça peut aller très très loin. Et en fait, ce que je m'aperçois, c'est que c'est d'une efficacité redoutable. Et lorsqu'ils arrivent sur une vraie crise, ils ont déjà vécu en fait cette partie de stress, cette partie qu'ils pensaient pas, qui sortait du cadre. Et donc du coup, ils se retrouvent beaucoup plus armés. Donc le tabletop pour moi là, c'est plus essentiel encore que d'avoir en fait un plan de gestion de crise ou un plan de continuité ou un plan de truc comme ça. Si tu fais un plan sans exercice derrière, ça ne vaut strictement rien. Et je rejoins ton cadre là avec le gars qui était 2023 et l'autre 2020 là. Ça, 2023, c'est bien. J'ai déjà eu 2012 quand même. On était en 2023. Donc je vais te dire, autant te dire que les systèmes étaient même plus là. Donc, mais le fait qu'ils aient des réflexes avec les tabletops, puis qu'ils ont un système de pensée qui est vif, c'est beaucoup plus efficace en fait que quand ils vont prendre leur plan de reprise. Quoi qu'il en soit, ils le feront à l'arrache, donc autant qu'ils s'entraînent. Il y a un autre volet, les tabletops,
la raison pour laquelle ça doit être fait d'une façon répétitive, là, au moins annuellement, c'est que les gens dans une organisation changent. Fait qu'il y en a qui quittent l'entreprise, d'autres qui se rajoutent. Certains changent de poste. Fait que c'est un mouvement de personnel complet. Si je reprenais là où j'ai fait des tabletops, je suis sûr que dans la majorité des cas, 90% du monde ont changé de place ou sont plus là. Fait que c'est la raison pour laquelle, oui, la procédure, elle peut déjà exister encore, mais le personnel, il change constamment. Puis ceux qui étaient invités à participer à cet exercice-là seront peut-être plus les mêmes dans un an ou fait que c'est pour ça c'est important que cet exercice-là soit fait de façon répétitive, année après année, pas juste pour les améliorations, mais pour permettre aux gens de se familiariser, d'intégrer, puis de savoir dans quel game ils sont. Là, parce que la pire affaire, c'est la panique. Puis les gens ne savent pas, mais une crise, il y a souvent des burn-out ou autres, ceux qui ont vécu des événements cyber ou catastrophes naturelles ou autres, souvent, il y en a plusieurs qui sortent de là brûlés parce que c'est une gestion de stress qui est énorme. Puis là, tu te fais bombarder par la direction, les gens de la haute direction parce qu'ils pensent que tu es le Miracle Man. Puis, justement, là, je vais rebondir sur ça, là, parce que ça, c'est un enjeu. Enfin bon, je vais pas raconter ma vie, mais les tabletop pour les managers, est-ce que vous en faites justement orienter stress et impact justement sur le petit personnel? J'entends petit personnel, ceux qui sont sur le plancher en train de ramer là. Vous en faites ça, des tabletop, justement, où on est axé sur ça, pour leur faire prendre conscience qu'il faut arrêter de foutre la pression parce que ça avancera pas plus, et le résultat que tu vas avoir, c'est que si tu as 2 techniciens et puis que si tu en perds un, tu viens de perdre 50% de ton équipe. Ça, ce genre d'exercice-là, vous les faites? Non, on n'est pas à ce niveau-là. En tout cas, moi, j'ai pas vu ça à ce niveau-là à date, là. Parce que oui, ce que tu dis, en fait, ça, souvent, les gens, ils réalisent lors de vrais incidents parce que, en fait, tu as plusieurs questionnements que je dirais surréalistes, là. Le dirigeant veut avoir telle information, il veut une probabilité de à quel moment ça repart, puis il dit, écoute, on cherche encore. Il est où le problème, là? Il dit, sacrez-moi patience, puis c'est à peu près comme quand je faisais des mises en service, puis là, il m'appelait dans une réunion, mais là, je suis en train de faire une mise en service, sacrez-moi patience. Moi, ma job, c'est d'être dans le champ, pas dans une salle de conférence. On va le faire, oui. On va avoir genre des tabletop exercices qui vont être complètement différents, dépendamment. On va même avoir des technicals où on va avoir comme c'est pas un pitch de vente, là, je fais juste parler des services, mais donc on va amener des gens qui font partie de nos équipes proactives ou de nos équipes de réponse aux incidents, puis on va les mettre dans l'environnement, puis on va simuler une vraie attaque avec des payloads qui, eux, ils sont là pour voir comment ils vont faire. On peut aller à ce niveau-là d'essayer de faire le plus réaliste possible. Oui, justement, avec ceux qui sont des opérateurs plus qui sont sur le site, ou on va faire des tabletop exercises pour les exécutifs parce que ça va complètement changer la donne. La communication qui doit être faite est complètement différente que ceux qui sont aux opérations. Fait que oui, on va avoir plein de dénivelés, on peut dire, là, de tabletop exercises. Puis je pense que c'est ça qui est intéressant pour la plupart des clients. C'est une année, t'en fais un plus les exécutifs, l'autre année, c'est l'autre chose. Pour vraiment que tout le monde se pratique. Ce qu'on fait de plus en plus, là, nous, c'est... Parce que les tabletops, vous les faites tous les combien de temps, à peu près? Quand vous allez dans une compagnie, là, vous leur dites d'en faire tous les combien de temps? C'est quoi le rythme? 1 an par année, 1 fois par année. Okay. Moi, j'ai réduit ça à 1 par mois. Oui, c'est très surprenant. Donc, un vrai tabletop où tu as toute l'équipe, il y en a... Ce que je préconise, c'est d'en faire 2 par an, là. Et entre ces exercices-là, c'est faire des micro-tabletop de 15 minutes. Ah, OK. Et là, tu prends un scénario et c'est des gestes réflexes. OK, il arrive ça, qu'est-ce qu'on fait?
et puis on liste. Et ça permet en fait, tout au long de l'année, de faire 12 exercices, dont des micro-exercices de 15 minutes. Et ces micro-exercices de 15 minutes permettent de garder le momentum de ces personnes-là qui sont censées être dans le tour de table ou dans les équipes de crise, mais en fait sur des scénarios qui sont assez peu probables, mais ça les amène à réfléchir en disant oui, si ça m'arrive, qu'est-ce que je fais? C'est quoi les 3-5 premières actions que je fais? Et qu'est-ce qu'il me faudrait pour pouvoir réaliser ces actions-là? C'est 3 fois rien, 15 minutes, et ça passe plutôt bien. Alors que habituellement, les tabletop, on les fait autour de 3 heures, là. Et maintenant, c'est ce qu'on met de plus en plus, hein, et il y a un bon retour, justement, des personnes, une belle réception par rapport à ça. Parce que c'est facile et ça les maintient en condition. J'aime bien cette approche-là. C'est un peu comme quand tu pratiquais les astronautes avant l'émission, tu as des simulateurs puis tu as une équipe spécialisée à créer le trouble. Là. Fait que parce que une personne en contrôle va rester calme puis va agir, va faire les bons mouvements. Mais une personne en panique, premièrement, a tendance à amplifier le problème alors que c'est peut-être pas si pire que ça. Puis, évidemment, le rationnel n'est pas là lorsqu'on est en mode panique. Fait que c'est sûr que quand on dit que quelqu'un a des nerfs d'acier, c'est que il est capable de réagir calmement sans paniquer. Puis parce que quand tu vois des gens en panique à côté de toi, ben, il dit, garde, gère-toi, là. Moi, je vais m'occuper de ça. Là. Alors, il faut surtout lui dire calme-toi, calme-toi. C'est important, calme-toi. Mais tu vas te calmer. Ouais, ben, je l'avais déjà fait. Vous avez parlé des gestionnaires qui mettent la pression. Dans un cas d'un incident, j'avais un gestionnaire comme ça qui commence à mettre la pression. J'ai juste regardé. Je pense que il est temps pour toi d'aller prendre une marche dehors, d'aller prendre un peu l'air. Quand tu seras calme, tu reviendras rejoindre à la cellule de crise. D'ici là, tu nuis plus que tu aides. Bye. Ouais. Il m'avait regardé avec des poignards dans les yeux au début. Il est allé prendre sa marche. Il revenait après. Il a constaté que ça l'a fait énormément de bien. Ça l'a calmé, ça l'a amené plus de sérénité dans la crise en question. On va arrêter là. Ça fait presque 1 heure qu'on parle de ce sujet. C'est super intéressant. Je pense qu'on aurait de l'espace pour encore en parler pendant une autre heure. Donc, au mieux, on va être capable de remettre ça à un autre moment puis continuer la conversation pour un deuxième bloc. Pour le moment, je vous remercie énormément de votre contribution. C'était une discussion très, très chouette. Je pense que vous avez animé ça. J'ai pas eu tant de bûches à mettre dans le poêle que ça, donc ça s'est quand même bien déroulé, somme toute. Je vous remercie énormément. Ça fait plaisir. À vous.